de FM 98, de la bande FM, de la bonne FM ce soir, avec Sao Chavez Doyen. Je ne sais pas si je le dis bien, Sao Chavez Doyen. Oui. Tout à fait. Mm-hmm. Alors vous venez de pas très loin, Taverny, je pense, et vous êtes psychanalyste et tout un tas de choses qu'on va définir un peu dans cette émission. Vous venez de publier votre premier livre, vous avez déjà fait une pièce de théâtre. Ce premier livre s'appelle Votre inconscient, un ami qui vous veut du bien. Et c'est vrai que quand on lit ce livre, on se dit, ça serait quand même bien qu'on aille le voir, cet inconscient, parce que quelque part, il peut nous aider. Donc, aux éditions Libres et Solidaires, vous êtes né en Angola et vous vous êtes enrôlé volontairement à l'âge de 11 ans dans l'armée de libération pour l'indépendance avant que n'éclate la guerre civile. À 11 ans? Oui. Comment on fait pour s'engager à 11 ans? Eh bien, en fait, je pense qu'il y a là déjà quelque chose de l'ordre de la loyauté familiale. Toute ma famille était engagée auprès de ce mouvement. Donc, mon grand-père avait lui-même été le premier financeur de la guérilla pour l'indépendance et toute ma famille était donc engagée. C'était normal que je sois engagée également. C'était quoi s'engager? Vous aviez des armes? Oui, j'avais 2 mitraillettes Uzi. Vous en êtes servi? Non. Bon, j'étais garde du corps, commandant. Vous étiez garde du corps sur un véhicule? Oui. Alors ça, c'est le grand-père, mais la grand-mère, elle était guérisseuse aussi. Oui, ma grand-mère était guérisseuse. Qu'est-ce qu'elle guérissait? Alors, elle guérissait énormément de choses. Elle m'a guéri, moi, déjà, parce qu'à 1 an et demi, j'ai failli mourir d'une rougeole. Et donc, ma mère, ne sachant pas quoi faire, m'a donc déposée chez ma grand-mère. Et elle m'a guéri avec des feuilles, une chambre toute rouge, avec des rideaux rouges, etc. Elle avait mis du rouge partout. Oui, elle avait mis du rouge partout. Oui. C'est étrange, moi j'aurais mis du vert pour contrebalancer le rouge. Non, elle a mis du rouge. Elle a mis du rouge pour faire fuir, je crois. Le rouge. Le rouge, voilà. Exactement. Incroyable. Oui. Et donc, à part ça, elle vous a pas donné ses secrets? Vous étiez trop petite ou... Si, figurez-vous que justement, je suis en principe celle qui a hérité, mais je ne sais pas trop de quelle façon, mais je suis celle qui a hérité de son don. Toute mon enfance, j'ai pris des bains de guérison, parce qu'elle estimait que je devais prendre ces bains, sinon mon étoile... serait voilée en fait, d'une certaine façon. Donc tous les ans, j'avais le droit à un bain de guérison avec des différentes feuilles. Et un jour, elle a mis son pouce sur ma paume et elle m'a dit voilà, c'est toi qui me remplaceras, mais en réalité, je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire avec mes mains. En tout cas, en termes de thérapie. Vous avez peut-être pas essayé. Comment? Vous avez peut-être pas essayé. Il suffit de les poser là où elles ont envie de se poser. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Hein. À 24 ans, vous rejoignez la France après plusieurs années d'exil. Mm-hmm. Et vous devenez bénévole pour les Restos du Cœur et vous assistez les sans-abri pendant près de 8 ans. Oui. Ça a dû aussi être quelque chose. Oui. Oui, et je pense que c'était autant pour assister les sans-abri que pour m'assister moi-même. Je traversais un moment assez compliqué. Après avoir quitté mon employeur, je suis tombée donc au RMI pendant 5 ans. Et pour ne pas rester à la maison sans rien faire, je me suis engagée d'abord auprès de Femmes Relais, où je m'occupais des femmes maghrébines, et ensuite je me suis donc engagée auprès de restos, où je suis devenue maraudeuse, puis responsable des maraudes et responsable partenariat et manifestation plus tard. Et vous les avez quittés parce que vous avez, en même temps, vous faisiez des études de psychanalyste? Alors non, figurez-vous que je me suis orientée vers les études de psychanalyse justement après avoir travaillé avec les gens de la rue. Je les ai quittés en fait dans une illusion. J'ai été convaincue qu'en rentrant en politique, j'aurais eu plus de moyens pour les aider. Et donc je me suis engagée
à la mairie de Taverny. Je suis devenue conseillère municipale et j'ai contribué à la création d'une épicerie solidaire. Puis j'ai ouvert un cabinet de médecine douce pour les bénéficiaires du secours populaire. C'est bien ça. Oui, d'ailleurs c'était une première en France. Ça manque, hein. Les pauvres, ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes soins que les riches. Exactement. Eh bien, justement, moi, j'ai pensé que c'était génial de faire ça. Donc, j'ai contacté d'autres praticiens comme Pierre-Alexandre Monfajon, qui est ostéopathe. Oui, qui est sur cette radio. Voilà, aussi. Une diététicienne, Marie-Alix Rose, et une podologue. Et ensemble, nous avons créé ce cabinet au sein du secours populaire pour pouvoir recevoir les bénéficiaires de manière quasi gratuite. En tout cas, pour nous, c'était totalement bénévole, mais ils avaient juste 2 € à verser à l'association. Et donc, la mairie nous a donné un local et nous avons pu accueillir un certain nombre de personnes pendant quelques années. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Évidemment, moi j'étais engagée auprès de Monsieur Boscaver, le maire de gauche, et nous avons perdu la mairie en 2014. Et voilà. Ensuite, vous avez tout perdu. Voilà. Mais ça peut se refaire. Hein. Sûrement. Ça peut donner des idées à d'autres aussi. Alors, aujourd'hui, vous êtes psychanalyste formé à l'association lacanienne internationale à l'école pratique des hautes études en psychopathologie. Vous avez pratiqué la méditation zazen depuis 1995, date à laquelle vous avez été initié à l'association Zen internationale de Paris. Mais vous avez aussi pratiqué avant 1995, je prends mes notes, en 1983, vous avez été initié à la méditation transcendantale. Oui. Non, j'ai été initiée à la méditation transcendantale, oui, en 1983 en Belgique, à Liège. Je venais juste d'arriver en Europe, j'avais 20 ans, et donc mon mari m'a initiée à cette méditation. C'était la première fois que j'avais un contact avec tout ce qui est médecine alternative. Et voilà. Et donc j'ai été initiée à cette méditation-là. Ensuite, je suis venue en France et j'ai été initiée en 1995 à la méditation zazen, et puis plus tard à la méditation de pleine conscience. Voilà. Et comment vous en êtes arrivé à aller vers la psychanalyse ? Eh bien, justement parce que, alors, après, pendant mon bénévolat auprès des Restos du Cœur, j'ai voulu comprendre pourquoi ces personnes arrivaient comme ça dans la rue, quel était le processus à la fois psychologique et social même, qui amenait ces personnes dans la rue, et qui présentait quasi systématiquement la même enfance en fait, toujours de la violence, de très grande violence dans l'enfance. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de prendre des cours pour comprendre ça. Et tout à fait de manière tout à fait spontanée, je suis allée sur le net et j'ai tapé comment devenir psychanalyste. Et là, je tombe sur le profil d'une très grande psychanalyste qui s'appelle Anne Aubert, qui est professeure émérite, et avec son numéro de téléphone, et je l'ai appelée. Et je lui ai expliqué ce que je voulais. Elle m'a proposé de venir la voir. Je l'ai rencontrée et elle m'a dit « Mais vous voulez être psychanalyste ou psychothérapeute ?» Et je lui ai dit « Psychanalyste !» Oui, il y a quand même une différence. Il y a quand même une énorme différence. Mais voilà, je lui ai dit psychanalyste et elle me dit « Ok, je vais vous aider. » Et elle était lacanienne ? Pas du tout. Elle n'était absolument pas lacanienne. Elle était freudienne, tout à fait normale. Et en revanche, elle m'a permis de rentrer à Paris 7 en DU de psychopatho enfant. Et pendant mon stage, je rencontre Renége Cardozo-Gilles, qui était la psychologue référente à l'hôpital René Dubos à Pontoise, et elle était lacanienne. D'accord. Et elle m'a dit, ok, je te prends en stage, mais tu suis les formations à l'association lacanienne à Paris. Voilà. Et Roustan, parce que vous avez connu aussi Roustan. Alors Roustan, d'abord, il est passé chez Lacan aussi.
Mais je l'ai entendu un jour, j'ai entendu une émission avec lui, et je l'ai appelé, et je lui ai dit que j'avais besoin de le rencontrer, parce que je traversais un moment un peu compliqué moi-même, et je me disais que lui, il pouvait m'aider. Voilà comment je l'ai rencontré. Et est-ce qu'il vous a aidé? Alors, il m'a dit une phrase qui la première fois que je l'ai entendue, m'a bouleversée. J'étais désespérée de l'entendre. Et puis finalement, 2 ans plus tard, j'avais compris la portée, la dimension de cette phrase. Il me disait, vous souffrez parce que vous attendez qu'on vous aime. C'est un peu le but du livre, là, votre inconscient. Oui. Votre inconscient, un ami qui vous dit bien, cessez d'avoir peur, choisissez le bonheur. Alors, il vous a dit, vous souffrez parce que vous attendez qu'on vous aime. Oui. Et il m'a dit, vous allez prononcer cette phrase, mais la prononcer en laissant venir l'émotion qui vient avec. Je n'attends plus qu'on m'aime. C'était d'une violence. Je ne pouvais pas imaginer vivre en pensant que je ne serais plus jamais aimée. Parce que c'est comme ça que je l'avais compris dans un premier temps. C'est pas vraiment c'est le pas sens du tout de la ça, phrase. absolument pas. Mais sauf que voilà, moi j'étais vraiment dans cette problématique, donc je l'ai entendu comme ça. Parce que c'était là ma problématique, justement. Et en fait, c'était juste la voie de la libération. C'était plutôt ça, oui. Ne plus rien faire pour déclencher l'amour de l'autre. C'est-à-dire être. Oui, parce que c'est être un peu... Si on attend qu'on nous aime, alors on va parler des enfants intérieurs pour désigner les inconscients de manière générale. Vous dites que les inconscients, de manière générale, c'est les enfants intérieurs. C'est ce que disait un peu Freud aussi, non ? Plutôt Jung qui parlait, oui, voilà, plutôt Jung. Non, pourquoi les inconscients sont assimilés à des enfants? Mais parce qu'ils fonctionnent comme des enfants. C'est-à-dire qu'un inconscient n'a pas la notion de bien ni de mal. Il n'a pas de morale. Il n'est pas immoral, mais il est amoral. Il n'a pas de morale. Il ne sait pas ce qui est bien ou mal. Un enfant ne sait pas non plus. Il ne sait pas qu'en mettant les doigts dans la prise, c'est pas bien, et qu'en traversant la rue sans regarder à gauche et à droite, c'est pas bien non plus. S'il n'a pas l'apprentissage des parents, eh bien pour lui, c'est juste un fait. Eh bien, l'inconscient, c'est pareil. L'inconscient n'a pas non plus la notion du temps, c'est-à-dire du passé, du futur. C'est bien pour cela que, en tant que parents, nous disons à nos enfants, pour leur faire sentir le futur, on va leur dire encore 2 fois dormir, encore 3 fois dormir, pour que l'enfant puisse se projeter dans quelque chose de l'ordre de l'avenir. Mais fondamentalement, un enfant ne sait pas, n'a pas cette notion-là. Eh bien, l'inconscient fonctionne de la même façon. L'inconscient s'attache au plaisir comme au déplaisir avec la même force. Il n'y a pas pour lui un sens négatif au déplaisir. Ce qui peut expliquer, par exemple, que des femmes battues, que parfois on juge parce qu'on imagine que la femme battue va spontanément vers un homme violent. Non, la femme battue, elle est surtout dynamisée par ses inconscients qui, eux, ont été construits dans une violence et pour lesquels la violence est normale. Elle n'est ni bien ni mal, c'est un fait. Donc, la femme battue qui n'a pas conscience de tout ce qui l'agite, de toutes ses forces à l'intérieur d'elle-même, eh bien, elle sera spontanément orientée vers un homme violent ou une femme violente d'ailleurs, non pas parce qu'elle en a envie, non pas parce qu'elle a envie de se faire taper, mais parce que elle est tout simplement comme un automate. Elle est conduite par les inconscients. Oui, c'est peut-être aussi une façon d'aller vers ce qui va régler le problème. Parfois, mais malheureusement, si elle pas souvent. Si elle en prend conscience. Si elle en prend conscience. Absolument, si elle en prend conscience. Alors, les inconscients sont faits aussi par les parents, c'est-à-dire c'est les parents qui nous formatent un peu, qui font qu'on devient ce qu'on est. Tout à fait. Enfin, les parents, l'environnement, en fait. L'environnement, l'école. Voilà, l'école. Mais en effet, dans un premier temps, les parents, puisque c'est le premier cercle, en fait. Donc, en effet, un inconscient n'est rien d'autre que... Je dirais pas qu'un enfant vient au monde tel une coquille vide, mais en réalité, oui, il est construit avec tout ce qui lui est apporté par l'environnement social, affectif, et c'est ce qui va petit à petit créer les croyances. Ces croyances sont des inconscients, en fait. Et ils sont en effet construits à partir de ce que les parents apportent.
Ils ont l'âge qu'ils ont eu au moment où ils se sont construits. Absolument. C'est-à-dire qu'on réagit comme des enfants. Toujours, Souvent. oui. Si on n'a pas conscience, nous réagissons comme un enfant, comme des enfants. Vous voyez, par exemple, il m'arrive d'avoir dans mon cabinet des personnes qui sont en conflit avec leur patron. Eh bien, ils me racontent que devant le patron, ils pleurent. Ils se mettent à pleurer, par exemple, parce que le patron dit il faut travailler plus d'heures, il faut être plus productif, il faut, etc. Elle pleure, mais elle pleure. Un adulte n'a pas à pleurer. Un adulte peut se placer et dire non ou oui ou à telle condition, négocier. Être en colère. Être en colère. Là, pourquoi ces personnes pleurent? Parce qu'elles sont face à une image parentale, en fait, qu'elles n'osent pas, devant lesquelles elles n'osent pas s'affirmer. Parce que c'est une figure parentale. Parce qu'en effet, le patron est une figure parentale. En tout cas, l'a été pendant longtemps. Oui. Alors, comment savoir si on est conscient ou inconscient? Question difficile. Comment savoir si on est conscient ou inconscient? Ben, en réalité, on devrait être conscient la plupart du temps. Malheureusement, on est inconscient à 90% du temps. Mais l'objectif est de justement devenir conscient, c'est-à-dire devenir conscient de ses actes. Pour cela, il faut ralentir, en fait. L'action-réaction ne permet pas cette conscience. Ces automatismes rapides sont le fait de l'inconscient. Et l'image du sage, c'est l'image de la lenteur, justement. Pourquoi? Parce qu'il faut digérer chaque chose, chaque acte, chaque parole. Il faut la conscientiser, en sentir la portée. Et c'est ce qui fait que petit à petit, on devient conscient. Si déjà on est conscient de nos émotions et de ce qui se déroule dans nos émotions, on a déjà une grande avance sur ce qui va se passer, c'est-à-dire d'être conscient de ses pensées, anticiper ses réactions. C'est pas évident de voir venir les choses. Oui, là aussi, il faut de la lenteur. Il faut de la lenteur et il faut de la pratique. Parce que, encore une fois, l'inconscient fonctionne à la répétition. C'est-à-dire que, de même que la répétition d'un fait dramatique très tôt dans l'enfance peut se reproduire tout au long de la vie, de même, nous pouvons utiliser ce fonctionnement-là de l'inconscient pour le faire basculer dans quelque chose que nous voulons bonne pour nous. Mais à partir de ce moment-là, il faut répéter encore et encore le même geste ou la même attitude pour façonner d'une certaine façon un inconscient qui, lui, nous sera favorable. Par exemple, si nous avons l'habitude d'arriver à la maison et de tout de suite manger un chocolat, par exemple, eh bien, nous allons développer quelque chose, une attitude qui consiste à arriver à la maison, d'abord aller se laver les mains, boire un verre d'eau, et là, on est conscient de ce désir de chocolat qui est là. D'accord? On est conscient de ce désir qui appelle, c'est l'inconscient qui le veut, ce chocolat. Eh bien, nous allons faire un certain nombre de choses tout en dialoguant avec l'inconscient, en disant oui, tu vas l'avoir, tu vas avoir ce chocolat, mais attends un peu. Et là, on va temporiser. Et lorsqu'on fait on agit comme ça pendant un certain nombre de jours, on dit 21 jours ou 200 fois, eh bien, petit à petit, l'inconscient commence à prendre la nouvelle habitude. Vous êtes à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Et nous poursuivons avec Sao Chavez, doyen, notre inconscient, votre inconscient, un ami qui vous veut du bien. Alors, Sao, on a dit en première partie qu'il y avait un inconscient qui était inconscient parce qu'il est fait plus ou moins dans l'enfance à un âge donné. Mais en vérité, il n'est pas tout seul, cet inconscient. Il y en a plusieurs. Il y a des inconscients. Comment savoir combien d'inconscients on a? Et pourquoi il y en a plusieurs? Ben, en fait, ça dépend de quelle école on relève. C'est-à-dire que Freud, lui, pour Freud, il y a un inconscient qui va prendre plusieurs formes, plusieurs visages. Alors que Jung, il va parler des archétypes, qui sont des archétypes, sont en quelque sorte, pour dire
beaucoup, pour faire court, des inconscients collectifs, c'est-à-dire que tout le monde a, et donc, de ce fait, des inconscients spécifiques, par type d'attitude, par exemple, celui qui a l'impression qu'il doit toujours dire oui, qui doit jamais être désagréable, peut être un inconscient. Le critique peut être un inconscient également. Le féminin en est c'est un archétype, mais c'est aussi un inconscient. Voilà. Donc, combien on peut en avoir, je sais pas, 80, 50, 80, j'en sais rien. Ça dépend plutôt de l'enfance qu'on a eue et des faits majeurs qui ont pu créer des inconscients. On peut en avoir, je sais pas, 2, 3, dont un qui est très très fort et qui va être, je ne sais pas, le critique par exemple, ou au contraire le gourmand. Voilà. Oui, alors on a oublié de parler aussi du policier, du surmoi. Oui. C'est très important. Alors, en fait, l'objectif de ce livre, quand j'ai eu l'idée de l'écrire, était de vulgariser quelques principes psychanalytiques qui aujourd'hui restent dans les cabinets des psychanalystes et que normalement les gens de la rue ont du mal à comprendre un peu les outils de la psychanalyse. Et j'ai trouvé que c'était un peu triste qu'aujourd'hui on dévalorise la psychanalyse, alors qu'elle est à mon sens fondamentale, elle est essentielle, elle est la base de toute thérapie. Donc j'ai voulu vulgariser pour que justement n'importe lequel d'entre nous puisse s'approprier ces outils-là. Le surmoi en est un outil majeur qui est en fait que j'ai traduit par le policier. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui a été créé à partir des injonctions parentales. Tu dois, il faut, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc il est là pour finalement faire le policier, juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Non pas parce qu'il a la capacité de manière autonome de juger ce qui est bon ou pas bon, mais tout simplement parce que il a intégré cela. Il a enregistré les données parentales qui disaient ceci est bon, ceci est pas bon. Et à partir de ce moment-là, cet inconscient devient autonome, il a une vie propre, il devient autonome et tout seul, il va reproduire les injonctions parentales. Moi, j'ai estimé que policier était un terme qui était plus accessible et qui dit très exactement ce que c'est que le surmoi. C'est-à-dire qu'il est là, en effet, pour contrôler ce qui permet de rester dans la société, de faire société ou pas, mais il est également là pour faire circuler. Donc il n'est pas que coercitif, il est là aussi pour faire circuler les choses, il est là pour protéger également, parce qu'en effet, sans surmoi, je mets la main dans le feu, par exemple. Sans surmoi, je vole, je fais n'importe quoi. Donc il est à la fois quelqu'un qui contrôle, mais également quelqu'un qui protège. Donc à ce titre-là, j'ai trouvé que l'image du policier était assez juste. Alors, Sao Chavez Doyen, vous avez fait une méthode qui s'appelle la méthode Doyen. Oui. À qui s'adresse-t-elle ? Eh bien, écoutez, moi, je pense que les personnes qui viennent me voir dans mon cabinet sont les plus exemplaires du nombre de la typologie de personnes à qui cette méthode s'adresse, c'est-à-dire tout le monde. Et pourquoi ? Parce que je commence toujours par expliquer justement à chaque personne qui vient me voir, j'explique comment elle fonctionne en tant qu'humain. Avant même de lui demander qui elle est, qui est une question qui vient très rapidement après, je lui explique comment nous fonctionnons. Et cela a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance, parce que ça permet de laisser tomber une part importante de la culpabilité. Par exemple, je reprends l'exemple du vol. Je vole. Je vole non pas parce que je suis voleur, mais parce qu'il y a en moi un inconscient qui a été façonné de cette façon-là, dans le but de transgresser quelque chose, parce qu'il lui fallait transgresser. Et donc, à partir de ce moment-là, la personne n'assimile plus l'acte à ce qu'elle est, mais elle comprend mieux à travers cette notion d'inconscient, et donc, elle sait qu'en travaillant avec cet inconscient, elle peut cesser, ou en tout cas réduire cette pulsion de vol, par exemple. Donc, oui, elle s'adresse à tout le monde. Alors, vous expliquez aux personnes ce que c'est que l'être humain, ça dure longtemps.
Combien de temps? Est-ce qu'on aurait le temps dans l'émission de... Ici, Ouais. d'expliquer ce qu'est l'être humain? Je viens vous voir et vous m'expliquez. Eh bien, vous savez, de manière un peu lapidaire, je dirais qu'un être humain, c'est d'abord des besoins et des émotions. Voilà. Je pourrais réduire l'être humain à ça. Et en cela, je me base d'abord sur la théorie d'Abraham Maslow, la pyramide Maslow, qui lui a justement théorisé l'humain, enfin l'être humain, oui. Mais moi je dirais l'être tout court, l'être vivant à partir des besoins, mais également des émotions, j'ajoute moi. Et pour moi, un humain, c'est ça. Mais c'est un humain qui en effet est fait de besoins et d'émotions, mais on passe à la phase suivante qui est avec en lui-même un certain nombre de sous-personnalités qui elles-mêmes ont des besoins et des émotions. C'est ce fameux inconscient Absolument. Et ce policier, ce surmoi. Le surmoi et des émotions aussi. Ben, en fait, si vous voulez, le surmoi est une émotion, en fait. Comment dire, les inconscients, c'est une espèce de concentration d'énergie qui s'est faite très tôt, à partir du moment où l'enfant naît, et parfois même intra-utérin. C'est-à-dire, c'est une concentration d'énergie qui augmente petit à petit et devient suffisamment forte pour pouvoir gérer tout seul, devient autonome, en fait, d'une certaine façon. Donc, sur moi ou pas, ils fonctionnent tous de la même façon et ils sont en effet déclencheurs d'émotions. Alors tous ces petits enfants intérieurs qui nous jouent des tours peuvent devenir vraiment nos meilleurs amis quelque part. Et à la page 21, il y a un exercice qui consiste à... Je l'ai fait et je peux vous assurer que c'est assez étonnant, qui consiste de mettre sa vision dans son ventre et de voir l'enfant qu'on était. Oui. Et quand l'enfant qu'on était apparaît, on se rend compte quand même on a beaucoup changé. Ça vous fait rire? Ben oui, voilà, parce que c'était un enfant joyeux, c'était un enfant qui avait toutes les possibilités et quand on connecte cet enfant intérieur, on a envie vraiment de le retrouver. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que parce qu'il y a la spontanéité, il y a tout ce que je dis au départ de ce qu'est l'enfant. La joie, la spontanéité, l'espoir, tout est ouvert en fait. La mort elle-même n'existe pas, c'est génial. Et puis la vie passe par là, la société passe par là, et petit à petit nous nous assombrissons plus ou moins. Et en effet, à un moment donné, il est important de retrouver cette joie en reconnectant avec cette spontanéité, c'est-à-dire avec cet enfant qui est au fond de nous et qui permet tout, qui est capable de tout, pour qui il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'interdit, justement. Et nous, adultes, nous ne sommes que interdits. Tout est interdit pour nous. Ah oui, en plus, ça s'arrange pas en ce moment. Alors, il y a aussi les autosabotages ou inconscients les plus fréquemment rencontrés. Il y a une liste. Oui. Il y en a certains, et une liste qui est très longue. Il y en a certains, on se dit non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Puis il y en a plein où on se dit oui, quelque part, ça me ressemble. Alors, ironiser, tout comparer, les fidélités rigides, envoyer des messages négatifs et répulsifs, repousser l'autre dans ses retranchements, mettre l'autre en échec, procrastiniser, être une victime, être un harceleur. Il y en a beaucoup. Prendre pour soi les événements de la vie, se sentir supérieur à tous, confondre sentiments et relations. Ça, c'est des autosabotages. Ça vient d'où, ces autosabotages? Ce sont des inconscients créés également dans l'enfance. Par exemple, prenons le sauveur. Nous sommes nombreux à être sauveurs et en tant que thérapeute aussi, et victimes aussi. Et en tant que thérapeute, on peut s'interroger sur même si on s'en défend. Mais voilà, pourquoi on veut devenir thérapeute? Pourquoi quelque part on veut sauver le monde, on veut sauver l'autre, et se dire qu'il y a parfois des personnes qui ne sont pas sauvables parce qu'elles ne veulent pas être sauvées. Et là, il peut y avoir un écueil. Mais en dehors même des thérapeutes, évidemment, être sauveur, c'est quelque chose qui est assez répandu. Et c'est un inconscient. Soit qui veut sauver papa, soit qui veut sauver maman, soit dans l'enfance, on lui a dit qu'il fallait s'occuper d'abord de l'autre, par exemple.
notre religion judéo-chrétienne que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui nous a beaucoup conditionnés à nous occuper d'abord de l'autre. Moi, je dis arrêtez de vous occuper des autres. Oui. Occupez-vous de vous d'abord. Et parce qu'on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas. Donc on commence par s'occuper de soi. Et sans être égoïste. Hein, sans être égoïste, absolument. Donc c'est quand même une liste, quand on la lit, avoir peur de réussir et provoquer l'échec, ne jamais rien demander, ne pas s'autoriser à. Enfin, je conseille à ceux qui prendront ce livre de se poser la question de savoir où il y a des autosabotages dans nos propres vies, parce que personne n'est parfait. Tout à fait. Et bon, ça ne veut pas dire qu'on a tous cette liste-là. Hein. C'est vraiment, ça permet à chacun, en effet, d'aller voir. Parce que Freud disait que qu'est-ce que c'est que la psychanalyse ? C'est une enquête au fond de soi. C'est une introspection. C'est aller voir qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et donc, ça peut être intéressant d'aller et de dire, mais en fait, je procrastine toujours. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui a peur de se mettre en acte, d'agir, de faire des choses, parce qu'il a peur de l'échec, parce que, bon, peu importe. Oui, ou parce qu'on lui a dit quand il était petit qu'il était feignant. Voilà, par exemple, qu'il était feignant, qu'il n'arriverait à rien. Qu'il était paresseux. Exactement. Donc forcément, on le devient. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'inconscient, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Chaque inconscient est autonome et invisible pour les autres. Donc, il n'y a pas deux inconscients qui peuvent se bagarrer ensemble. Ils se connaissent pas les uns les autres. Enfin, ils se bagarrent ils se bagarrent parce que chacun agit pour lui-même. Pour lui-même. Je sais pas si on doit avoir à peu près le même âge, mais moi je me souviens quand j'étais en primaire, il y avait des livres avec un petit démon avec sa fourchette d'un côté et puis un ange de l'autre. Mais c'est ça les inconscients. Simplement, l'Église va les représenter comme ça, et comme nous étions dans une société judéo-chrétienne, eh bien les livres d'école le représentaient comme ça. Tout ce qui est ésotérique va parler plutôt d'entité, etc., de possession. Et puis, nous parlerons d'inconscient. Des inconscients qui se... Mais en effet, chacun va se battre pour sa survie. Chaque inconscient se bat pour sa survie. C'est-à-dire que celui qui est égoïste, il va fonctionner en égoïste. Et puis à côté, eh bien, il y a eu une autre éducation qui a dit oui, mais tu es égoïste, ok, mais en même temps, il faut t'occuper de l'autre. Et donc chacun va tirer dans un sens contraire. Donc il va y avoir conflit intérieur, ce qui est la névrose, en fait. Le conflit intérieur, c'est la névrose. C'est-à-dire qu'on a un inconscient qui tire d'un côté et l'autre qui tire de manière opposée. Mais ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qu'ils existent, qu'il en existe plusieurs au sein d'un même individu. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les inconscients fonctionnent à partir du principe de répétition et d'addiction. Oui. D'addiction. Un inconscient ayant vécu une scène traumatisante de manière précoce ou un acte anodin mais répété, on deviendra dépendant. Et il y a tout un chapitre sur la dépendance et sur cette dépendance numérique. Oui. Qu'on ressent tous plus ou moins. Et ce qui est très bon dans votre livre, c'est que vous considérez le smartphone ou l'iPhone comme quelque chose qui a plutôt rapport à la mère, au toucher. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, Freud disait que ce à quoi l'enfant est attaché, c'est plus au sein. Et à la douceur. Qu'à la mère elle-même. C'est cet objet, en fait. Cet objet d'amour, c'est le sein. Et ce sein est un écran. Il est un écran qui, à la fois, protège le nourrisson de l'extérieur, qui le nourrit, qui est tout puissant en fait. Ce sein est tout puissant. D'ailleurs, aujourd'hui, on est un peu dans une société comme ça avec un gros sein qui donne du goutte à goutte du lait. Mais bon, pour revenir à mon livre, oui, l'individu le bébé est attaché à ce sein et ce sein est tout puissant. Ce sein le protège, le nourrit, il le masse, il le touche. Il apporte également avec le regard de la mère une tendresse, une protection. Eh bien, si vous regardez si vous observez la relation que nous avons aujourd'hui aux écrans, et notamment au smartphone, eh bien, nous sommes là-dedans. C'est-à-dire, c'est un écran entre nous et les autres.
D'accord ? Nous nous protégeons derrière cet écran. Nous le touchons. Il y a quelque chose, et surtout avec le iPhone. Oui, ils sont tous tactiles maintenant. Ils sont tous tactiles. Il y a quelque chose de très érotique également à caresser cette surface, à caresser les lignes de l'iPhone, etc. Donc, à la fois, il protège, à la fois, c'est un doudou. Ça donne aussi un peu cette idée d'objet de transition, transitionnel. Et nous y restons attachés parce que nous sommes attachés au sein de la mer. Cet objet d'amour, Lacan disait tout objet d'amour, tout objet se doit de rester perdu, c'est-à-dire que nous devons accepter de perdre cet objet d'amour qu'est le sein de la maman. Et si nous n'acceptons pas une réelle perte, eh bien toute notre vie, nous courons après des objets de substitution. Ils peuvent chercher les seins d'une autre femme. Par exemple. Oui, tout à fait. Mais voilà, les smartphones, les iPads, etc., sont des objets de substitution de cet objet d'amour. Alors ça, c'est ce qui concerne la mère, mais le phallus, oui. Le père est hyper important aussi. Pour moi, oui. Pour tout le monde, je pense. Je ne sais pas, moi je trouve aujourd'hui qu'il y a une vraie destruction du phallus. J'entendais l'autre jour notre président qui disait à une dame, votre problème est de croire qu'un père est forcément un homme. Bon. Voilà, moi voilà. Soyons printemps, hein. Vivons printemps. Bon. Ce phallus, jusqu'à preuve du contraire, est porté par celui qui porte le sexe masculin. Le phallus, en effet, est une fonction. Et il y a des femmes qui ont cette fonction phallique, évidemment, qui portent la culotte. Qui portent la culotte, etc., et qui ont cette fonction phallique. Mais généralement, massivement, le phallus est porté par le sexe de l'homme, par celui qui porte le sexe de l'homme, donc par l'homme. Et j'ai théorisé ça à partir de la lettre P. Policier. Voilà. Et tout ce qu'il y a, toutes les figures d'autorité qui commencent par P. Oui, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait policier, il y a père, pape, papa, patron, prêtre, pilote, policier, président. Alors voilà. Professeur, principal et politique. Proviseur, etc. Ouais. Oui, toutes ces fonctions d'autorité, toutes ces figures d'autorité, porte cette lettre P, et cette lettre P, lorsqu'on la dessine dans un sens puis dans l'autre, ça fait un phallus. Ça fait un sexe d'homme, pardon. Des fois, ça fait un phallus défaillant, comme il est à la page 102. Et là, on peut se permettre de dire, mais arrêtez de considérer que le père est un homme. Bon, on s'arrêtera là-dessus. Oui, on va arrêter là. On va faire continuer. Pause. On va faire une pause. Le grand Jean Ferrat, qui nous parlait de la vie, qui nous disait que la vie, c'est beau la vie. Et nous poursuivons sur l'antenne d'IDFM la dernière partie de C'est au-delà du miroir avec Sao Chavez, doyen. Votre inconscient, un ami qui vous veut du bien. Vous avez un tas d'outils pour justement aller voir un peu ce qui se passe. Il y en a certains qu'on connaît, genre l'Ho'oponopono, le FT, etc. Mais vous avez deux outils que moi je ne connaissais pas, qui s'appellent le Tipeee, qui viendrait des Touaregs. Comment ? Le Tipeee, non ? Non. Le Tipeee, en fait, la méthode Tipeee, Tipeee est un acronyme qui veut dire Technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. D'accord. Qui a été créé par un Français qui s'appelle Luc Nicon, et qui est un outil intéressant pour se libérer des peurs et des émotions envahissantes et handicapantes. Alors, c'est vraiment un outil très intéressant lorsqu'on a des émotions très fortes qui nous paralysent ou qui nous envahissent. Alors, ça consiste à déjà avoir conscience de cette émotion qui arrive dans le corps, et puis de concentrer toute sa conscience sur cette émotion-là. Alors, ça fait un peu mal. C'est une méthode qui est un tout petit peu douloureuse parce qu'en fait, la conscience est pleinement à l'intérieur de l'émotion. On voit l'émotion s'installer dans le corps et nous la fixons un peu comme si on la regardait et on ne la lâche pas. Oui, ça, vous avez un très bel exemple d'une scène de jalousie en voyant son mari avec une autre. Oui. C'est bien parce qu'au bout d'un moment, on finit par prendre du plaisir à les voir ensemble.
Peut-être pas quand même, mais mais en tout cas, on n'en souffre plus. Et surtout, on se détache. On se détache de ça. Parce que la personne qui est trompée et qui imagine son partenaire avec un autre ou une autre souffre énormément, et cette image revient encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'elle va déclencher de l'adrénaline, par exemple, qui va envahir le corps et qui va faire une angoisse, une émotion, etc. Eh bien, le fait de regarder cette émotion et de la faire grandir même en imaginant, en revoyant la scène, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui trompe, la voir avec l'autre, à chaque fois, ça déclenche cette adrénaline. Nous, en tant que patients, on va regarder cette émotion-là à l'intérieur de nous, on la fixe et à un moment donné, elle s'étiole complètement. Elle disparaît parce que nous ne la lâchons pas. J'aime beaucoup une phrase de Vlamin qui dit un défaut qu'on a le courage de regarder en face est un défaut qui ne peut plus nous faire de mal. Et moi, je trouve ça très fort parce que c'est vraiment ça l'intérêt de Tipeee. Alors ça, c'était Tipeee. Sinon, il y a Locus de contrôle. De contrôle. Ça, je connaissais pas non plus. Locus de contrôle. Alors, le locus de contrôle n'est pas à proprement dire un outil. C'est plutôt un peu du domaine du savoir et de la connaissance, justement, de comment fonctionne l'être humain. Un peu comme cette connaissance que j'apporte sur les inconscients. J'apporte cette connaissance ce savoir plutôt sur le locus de contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est que le locus de contrôle ? C'est Julian Reuter qui a créé ce concept. 1954. Voilà. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Et il disait qu'en fait, nous naissons tous avec, à l'intérieur de nous, un centre, au centre de nous, un centre qui sait exactement ce dont nous avons besoin, où aller, comment faire pour vivre, pour survivre, pour nous épanouir, pour nous accomplir, etc. Et si nous pouvions savoir déjà que ça existe et faire confiance à ce locus de contrôle, qui peut être interne ou externe, eh bien, nous pourrions réussir pleinement notre vie. Simplement, arrive l'éducation. Et l'éducation rend ce locus de contrôle externe. C'est-à-dire, lorsque la maman, par exemple, mais je ne vais pas incriminer les mamans spécialement, c'est juste que traditionnellement, ce sont les mamans qui donnent à manger, aux enfants, mais bon, ou un papa, et qui dit à son enfant, mange tes carottes, mange tes haricots verts, fais plaisir à maman, mange. L'enfant cesse d'être attentif à ce qu'il y a, à son besoin intérieur pour faire plaisir à l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, le locus de contrôle se décale, en fait, au lieu d'être centré sur lui, il est centré sur le besoin de l'autre. Et donc, toute sa vie, il va soit, par exemple, s'il réussit quelque chose, il dira, oui, j'ai réussi, mais parce que le professeur était gentil, ou alors parce que j'ai eu de la chance, je sais pas, la lune était pleine, il pleuvait, etc., etc. C'est jamais de son fait. Ou au contraire, s'il rate quelque chose, s'il est en échec, eh bien, ce sera là aussi parce que le professeur ne l'aimait pas, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, il n'y a jamais une responsabilité de soi sur sa vie. Et donc, c'est la meilleure façon d'être en échec, c'est de ne pas prendre la pleine responsabilité de sa vie. Donc, tout un tas d'outils à développer, peut-être dans des ateliers, vous faites des ateliers ? Oui. J'organise un atelier par mois à Taverny où on traite diverses choses, tantôt en effet le locus de contrôle, tantôt comment on aborde des thèmes qui sortent de la thérapie, qui sont comment se préparer à un entretien d'embauche, comment je ne sais pas, comment apprendre à méditer, qu'est-ce que la sophologie, etc. Nous faisons un certain nombre d'outils autour du développement personnel. Et des consultations personnelles aussi ? Absolument. Donc, j'ai un cabinet à Taverny et un cabinet à Paris. Et je reçois en individuel pour tout ce qui est thérapie. Voilà. Alors, vous donnez quoi ? Vous donnez un site Alors, j'ai un site, sophologie95.com. Voilà. Et un deuxième site qui est très intéressant pour tout ce qui est atelier justement, qui est envie app.com également. Ce qui m'a bien fait rire dans votre livre, c'est tout un tas de lapsus.
que vous avez trouvées dans des hommes politiques, mais c'était à mourir de rire, cette ligne-là. Vous les avez récupérées où, toutes ces phrases? Sur le net, vous savez, il y en a tellement. C'est incroyable. Et on peut parler du lapsus pendant très peu de temps, parce qu'il nous reste quelques minutes. De Dati, par exemple. Oui. Du lapsus en général. Oui. Alors, le lapsus, vous savez, Freud a justement dit que l'inconscient avait différents. Et l'inconscient ne parle pas comme nous. Il n'a pas accès au langage, même si Lacan a dit que l'inconscient était construit comme le langage. Il n'a pas accès au langage au nôtre, puisque c'est un bébé, c'est un enfant, donc il ne parle pas. En revanche, il parle à travers le lapsus, c'est-à-dire cette capacité. Enfin, c'est pas une capacité d'ailleurs, le fait de dire un mot à la place d'un autre, évidemment, ça ne me vient pas là maintenant. Oui, et puis finalement qui fait qu'on est tout rouge parce que ça dit en vérité ce qu'on voulait dire. Absolument. Et ça nous fait rire après, mais bien après. Oui. On en a tous fait dans notre vie des gourdes comme ça où l'inconscient a dit ce que finalement on n'osait pas dire. On n'osait pas dire. Il y a le lapsus, il y a l'acte manqué qui est aussi une façon pour l'inconscient de dire des choses. C'est-à-dire que on ne voulait pas aller à la boulangerie parce qu'on voulait pas manger de gâteau, et finalement on va voir une copine et la copine nous apporte comme cadeau un gâteau. Donc voilà, on voulait pas, mais en fait on le voulait quand même, et donc voilà, un acte manqué. Les rêves, évidemment. Alors les rêves, c'est la voie royale, il le disait Freud, parce que c'est à ce moment-là où le conscient est endormi et où l'inconscient peut enfin faire passer des messages qui sont des messages codés, évidemment, pour pouvoir justement passer par les fourches codines du conscient, et il peut dire tout ce qui est refoulé en fait. Alors le livre, c'est sur Sao, S-A-O, Chavez, C-H-A-V-E-S, doyen, mais je crois que vous n'êtes pas sous ce nom-là quand on vous cherche comme thérapeute. Vous êtes juste sur Sao doyen. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, je suis d'origine portugaise. Et donc, en tant que portugaise, j'ai un nom à rallonge. Donc, c'est joli, ça. Parfois, j'ai mis Maria, parce que beaucoup de portugaises sont des Maria. Mais mon vrai prénom, c'est Sao. Oui, c'est Sao doyen. C'est joli, Sao, comme Sao Paulo. Exactement. Alors, aux éditions Libres et Solidaires, votre inconscient, un ami qui vous veut du bien. Et je pense que, ne serait-ce que pour aller rechercher le petit enfant intérieur, parce qu'il y a plein de méditation, de choses, mais de faire le travail, d'aller dans son ventre chercher notre enfant, je vous conseille de le faire parce que c'est époustouflant. Et je pense que faut que je le refasse parce que j'ai été un peu limitée par le temps, et juste quand ça commençait à être bien, il y a eu un truc qui a fait que j'ai perdu le fil. J'étais furieuse. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup, et puis donc on vous trouve sur Taverny et sur Paris. Merci beaucoup. Merci à vous, Julie. Merci beaucoup.